Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 2 décembre 2024, avec Fariba Adelka, autour de la parution de son ouvrage « Prisonnière à Téhéran » aux éditions du Seuil. Fariba Adelka est une anthropologue franco-iranienne, directrice de recherche au Centre de recherche international Sciences Po Paris, spécialiste des pratiques religieuses et de l'Iran contemporain. Elle est arrêtée en juin 2019 et emprisonnée à la prison d'Evin à Téhéran, accusée d'espionnage, libérée à l'automne 2023 après avoir été graciée et non acquittée. Dans une suite de courts chapitres, Fariba Adelka raconte sa vie de prisonnière. Au-delà d'une évocation de ce que l'Iran des ayatollahs fait à sa population, Prisonnière à Téhéran est aussi un vibrant plaidoyer pour la liberté et la recherche. La rencontre était animée par Natacha Laurent, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette rencontre avec Fariba Adelka. On est ravis de recevoir, je parle au nom d'Ombre Blanche, pour ce livre et cette expérience très très particulière, à la fois très courageuse, très originale. Une expérience et qui est aussi une aventure d'écriture, on va en reparler. Donc ce livre est publié au Seuil et je dis deux mots de notre invitée qui est directrice de recherche aux séries Sciences Po. Elle est anthropologue et elle a une œuvre scientifique très importante consacrée en particulier aux pratiques religieuses dans l'Iran contemporain, aux femmes aussi, bien sûr, à la société iranienne. Et ce récit est donc, c'est pas un récit d'ailleurs, c'est pas un récit, c'est un livre ou une collection de récits. Elle va nous en parler. Donc bienvenue Fariba à Ombre Blanche pour ce livre, donc Prisonnière à Téhéran, qui vient de paraître. Et qui est donc un livre très particulier sur ce qui vous est arrivé entre 2019 et 2023. Peut-être commencer par la première question, Fariba, parce que le texte n'est pas du tout un texte linéaire. Donc on a une chronologie à la fin, on a plein d'outils à la fin qui nous permettent de comprendre plein de choses qui sont très très utiles, mais c'est pas du tout un récit linéaire. On commence pas en 2019 et on finit pas en 2023, mais on s'y retrouve parfaitement dans cette chronologie. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, Fariba, c'est le lieu de cette expérience carcérale, parce qu'en fait il y a plusieurs lieux. Il y a cette fameuse prison d'Evin, dans laquelle vous êtes quand même une grande partie de ce temps-là, mais dans plusieurs moments. Donc est-ce qu'on peut commencer par là? D'abord, bonsoir. Je suis vraiment touchée par cette présence. Merci beaucoup. Merci à Hélène pour son invitation. Venir dans une ville que c'est la première fois dans laquelle je mets les pieds, aussi accueillante que ça. Merci beaucoup. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Quelquefois, les mots me manquent. Les mots me manquent parce qu'autant de soutien, tant de mobilisation. Et là, je pense que ce n'était pas pour ma propre personne, sauf mes amis, bien sûr, mais pour une cause. C'était une prisonnière politique pour avoir écrit des livres, voilà. Donc c'était la prisonnière scientifique. D'une certaine façon, j'ai fait ce livre un peu comme une dette, comme un devoir envers vous tous, qui vous souciez à un moment ou à un autre, vous souciez pour ma santé, pour moi, voilà, vous vous mobilisiez de façon très différente les unes des autres, mais vous vous intéressiez à mon cas. Donc, je pensais que c'était un peu mon devoir de vous parler de cette boîte noire que vous venez de dire. C'est ce lieu, ce haut lieu d'incarcération qui est réputé pour l'Iran. Donc, j'avais envie de vous donner quelques images. Comme dit Natacha très bien, ce n'est pas un livre qui commence par un début, je me suis fait arrêter. Pas du tout, c'est un livre de collection de récits. L'idée, c'était de projeter des lumières sur une expérience. Et c'est un regard, bien sûr. Et la deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est de dire, bon, finalement, on vous arrête. Mais il y a deux choses qu'on ne peut pas prendre de vous. Au moins deux. Pour moi, d'abord ma voix. J'ai essayé beaucoup de chanter. Parce que la voix traverse les murs, l'être reste à l'intérieur. Et la deuxième chose qu'on ne pouvait pas me prendre, c'était mon métier. Donc, pour résister, après chanter, je me mettais à réfléchir comme un terrain. Comme je n'étais pas au fleur d'âge quand on m'a arrêté, contrairement à beaucoup de jeunes. J'avais 60 ans
Et j'avais fait ma vie en faisant des recherches, donc c'était mon métier. J'avais une boîte d'outils. C'était réfléchir sur ce qui se passait autour de moi. Donc c'est un mode de résistance, des stratégies de survie. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire en écrivant ce livre. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, ça sera dans les interrogations que je vous le dirai. Là, je ne veux pas vous faire perdre votre patience, mais encore un grand merci d'être là. Mais bon, j'aurais effectivement beaucoup de choses à vous dire sur cette expérience, évidemment. Alors ça commence en 2019 quand même, où vous êtes arrêté alors que vous êtes parti en mission scientifique en Iran, et vous êtes arrêté dans un café. Et à partir de ce moment-là, donc cet itinéraire commence, un itinéraire dont vous ne savez évidemment rien, même il y a des endroits que vous n'avez pas forcément identifiés, mais vous êtes très rapidement envoyé quand même dans cette fameuse prison à Evin, qui est une ville aussi. Ça, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ça, voilà, de qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez, qu'est-ce que vous comprenez en fait. Donc, un 19 juin, je crois que c'est ça, ou un 15. Je ne sais plus là. Moi, je ne sais plus. On peut vérifier. Pardonnez-moi, un 5 juin. Excusez-moi. Voilà, ça y est. Parce que c'est des agendas. Un 5 juin, je me fais arrêter. Comme vous dites, dans un café, en fait, je suis allée chercher un autre collègue à moi qui vient très souvent en Iran, mon ami de toujours, que je l'appelle. Et voilà, c'est là où des gens se sont rapprochés à moi pour juste m'expliquer quelque chose. C'était quelque chose d'urgent arrivait. Donc, bien sûr, je me lève pour les suivre. À un moment donné, une page m'est tendue sur laquelle je trouve la mention espionnage. Donc, vous pouvez vous imaginer que cette mention, elle vous met un peu un seau d'eau, pas tiède, mais brûlant sur la tête. Et donc, vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Je demande des explications en disant vraiment, vous vous trompez. Attendez, moi, j'attends mon ami. Une fois qu'il arrive, je vous suis. Il dit non, votre ami a de retard, ce qui était vrai. Son avion avait 15 minutes de retard, donc il était au courant de tout. Donc, vous savez, dans l'autoritarisme, il y a des moments où vous ne pouvez pas vous poser des questions. Il faut suivre, ça s'impose à vous. Et donc, je les ai suivis. À un moment donné, ils me demandent d'aller dans la voiture pour des explications. Alors, quand je rentre dans la voiture, il y a le clic. Vous savez, j'en suis sortie que 4 ans et demi plus tard. C'était un peu ça. C'était le clic qui a été le début de ça. Ensuite, si vous voulez, c'est des prisons dans le prison, en fait. Il y a 3 moments. Cette arrestation est composée de 3 moments. Le premier, c'est vous n'avez absolument pas une idée où vous êtes, avec qui vous êtes, même le lieu, parce que vous avez quand même les bandeaux sous les yeux. Ou effectivement, je crois qu'un peu sous le choc du moment, vous n'avez même pas envie de savoir pas grand-chose. Vous avez envie que ça prend fin, que ça finisse. Et un deuxième moment, bon là, on est dans un monde beaucoup plus régulier, même si les règles, on ne les aime pas, mais ce qu'on appelle l'arrestation provisoire. Donc, vous êtes en face des gens qui vous interrogent, vous êtes dans un lieu, vous mangez, vous dormez, vous avez ce qu'il faut pour vivre. Enfin bon, on est en prison, on n'est pas chez la tata, donc, mais le minimum est là pour prendre sa douche, pour avoir chaud, pour avoir des habits, etc. À ce moment-là, j'avais le numéro, figurez-vous, pendant toute ma vie, j'ai joué avec ces 007. Quand quelqu'un me demandait ton métier, parce que les gens ne comprenaient pas, je disais, oh, alors, c'est 007, ça faisait l'espionnage. Et mon numéro en prison, c'était 007. Je n'ai jamais compris comment ça pouvait se rencontrer, mais c'est ça, c'est des moments que vous sortez de prison, c'est des moments pour vous. Il y a une partie qui est liée à l'autoritarisme, une autre partie, c'est vraiment une expérience humaine qui vous met en face des réalités de la vie, qui a beaucoup de profondeur. Voilà, cette partie de l'arrestation, je vais l'oublier, mais cette profondeur de réflexion entre les hommes, les femmes, qui m'intéresse plus. Donc, je suis rentrée dans ce lieu avec des interrogatoires réguliers. Alors, pour les prisonniers, normalement, ça durait entre 1 semaine et 1 mois. Pour moi, ça a été à peu près 9 mois. Pour d'autres amis à moi, deux autres de l'ONG de l'environnement, peut-être que vous avez entendu parler, ils sont restés à peu près 2 ans dans ce lieu provisoire. Donc, ce lieu provisoire, c'est une cellule dans laquelle vous êtes et vous êtes normalement seul. Sinon, entre 2, voire 3, parce que les cellules sont très petites de toute façon. Vous n'avez aucune expression individuelle de vous. C'est que votre vie est décidée un peu entre dormir, manger, faire ses besoins et les interrogatoires. Voilà, les 4 choses auxquelles. Après la sentence, on rejoint ce que je nomme le quartier des vignes ou le band, on appelle ça, le quartier des femmes. Donc, toutes les prisonnières politico-sécuritaires en Iran se trouvent dans cet espace, composé entre 20, ça dépend les moments, 20 et 60 personnes.
Donc là, la vie est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ces temps passés dans les cellules individuelles où vous n'avez pas droit à lecture. Ça dépend qui. Mais moi, je ne l'avais pas pendant 4 mois. En tout cas, pas le choix de vos lectures. De toute façon, à partir du moment où j'avais l'autorisation d'avoir des lectures. Et puis, il fallait attendre. Bon, le plus difficile, à quoi ça ressemblait ce temps? Le plus difficile, je dirais, Natacha, c'était l'expectative qui était très lourde. Parce que vous ne voyez pas, c'est un gouffre, c'est un peu un tunnel sans fin. Vous ne savez pas quand ça finit, parce que c'est des jours qui passent, des semaines, des mois. Ensuite, vous voyez les saisons, vous étiez arrivé au printemps, et on est hiver, donc bientôt l'autre printemps va arriver. Et là, le plus difficile, je pense, c'est l'expectative. Sinon, comme j'avais 60 ans, j'ai très vite transformé ce lieu qui était peut-être, malgré moi et à mon insu, ça s'est présenté comme un terrain. Donc voilà, je l'ai transformé pour pouvoir mieux supporter, survivre. Voilà, c'était ma façon d'arroser, quoi, ma façon de transformer ma situation, changer ma situation et transformer mes interrogateurs en véritables objets d'étude. Voilà, je les ai transformés en objets d'étude. Mais en vous lisant, moi j'ai eu l'impression que Evin, c'était presque une ville carcérale, parce que vous décrivez un lieu, nous on imagine une prison avec une petite cellule et puis une porte avec du grillage. Et en fait, ce que vous décrivez, c'est presque une ville dans la ville. Enfin, on a l'impression que le complexe pénitentiaire, c'est des petites maisons avec des petites cours où on peut quand même circuler, non? Oui, on peut dire qu'Evin est composé des bâtiments qui ont été construits, mais pour ce qui nous concernait, nous les femmes, et pendant mon arrestation provisoire, en fait, ce sont des maisons individuelles qui étaient construites sur les hauteurs et petit à petit, Evin s'étend sur la ville. Donc, ils les achètent, les annexes, sans grande transformation, ou sinon en porte, en serrure, sinon sans plus. Vraiment. C'est ça, parce qu'en fait, c'était du temps du chat, c'était déjà un complexe carcéral. Donc, c'est ça, oui, tout à fait. Ce n'était pas le plus important à cette époque, c'était nouveau. Mais en fait, ça existait déjà sous le Shah d'Iran. Alors, il y a cette expérience de l'enfermement. On a bien compris qu'il y a 2 lieux différents. Et puis, il y a aussi une autre expérience qui est celui de la résidence surveillée, qui intervient au milieu de tout ce temps-là. Et qui est autre chose aussi, parce que là, vous vous retrouvez avec le bracelet électronique, d'autres contraintes, mais aussi quand même, vous le décrivez, vous retrouvez votre sœur. Il y a quand même une autre forme, en fait, d'emprisonnement. Oui, alors, comme vous dites, vraiment, il y avait plusieurs expériences. Mais là, je crois que c'est ma qualité de double nationalité qui m'a permis d'avoir ce bracelet. Ça n'a pas été accordé à d'autres, jusqu'à aujourd'hui encore. Après moi, quelqu'un qui avait la double nationalité germano-iranienne, donc une Allemande, quoi. Donc, je crois que j'ai bénéficié de la nationalité française, sans doute de l'intervention et de mon universitaire et des autorités politiques. Donc, on m'a donné ce qu'on appelle bracelet électronique, quelque chose comme une montre qu'on met sur le poignet de pied. La cheville, merci beaucoup. Oui, j'ai dit poignet, merci. Vous voyez, la métèque, quand elle parle, émue devant vous, là, elle perd de même ses mots. Merci beaucoup, très gentil. Et en fait, vous auriez pu dire qu'elle est libre, donc c'est mieux qu'être en prison, mais non. Bon, d'abord, il y avait des contraintes, ça veut dire tous les jours, il y a quelqu'un qui se présentait pour prendre la signature. Ensuite, je pouvais voir mes 2 sœurs. Or, mes 2 sœurs, je les avais quittées quand j'avais 18 ans pour venir en France. L'Iran, c'est mon pays de naissance, donc je suis très attachée par les souvenirs de mes parents. C'est un peu l'héritage de mes parents. Je ne donne pas son monopole à l'État iranien. Et l'Iran sera là, les États changent, si vous voulez, c'est cette conception. Mais la France, je l'avais construit comme un parcours, comme une identité, comme une appartenance. Donc, mes sœurs, je les ai finalement, j'ai jamais vécu avec, à 18 ans, on part. Donc, elles étaient très gentilles, évidemment, comme toutes les sœurs peuvent être, surtout dans la situation dans laquelle j'étais. Mais elles avaient leur famille, elles avaient des petits-enfants, elles avaient autre chose à faire. Et donc, moi, rien que de savoir, je monopolisais, je les fais sortir de leur vie propre. Ça ne m'en mettait pas à l'aise, évidemment. Donc, c'est le moment, je crois, que j'ai passé le plus terrible de mon incarcération. Je dis que j'étais privée de liberté pendant 4 ans et demi. En fait, j'étais très peu en prison. À peu près 2 ans, 7-8 mois. Le reste, c'était soit avec le bracelet électronique, soit j'attendais mes papiers, mon passeport, etc. pour pouvoir retrouver mon travail, tout simplement. C'était par contre, contrairement aux apparences, si vous voulez, l'expectative, avoir le téléphone tous les jours ou Internet tous les jours, l'expectative devenait encore plus difficile parce que j'étais
très proche à tous les gens. Je pouvais discuter, parler au téléphone avec tous mes amis, avoir des nouvelles, aller sur l'Internet et puis tout le reste. Ça rendait mon incarcération encore plus difficile, curieusement. Ça, c'était le moment difficile pour moi. Alors, un jour, on me le retire, ce bracelet, parce qu'il paraît que j'avais commis 27 erreurs. En fait, il n'y avait pas d'erreur à commettre. C'était que soit je suis allée, avec leur autorisation, voir des médecins, soit je sortais parce que tous les 2 mois, il fallait couper le bracelet, changer avec un nouveau, parce que ça disjonctait. Et je pouvais marcher sur à peu près un périmètre de 300 mètres. On dit vol d'oiseau. Donc, j'avais un supermarché, halles des fruits et légumes, et puis un café, voilà. Pas grand-chose. Donc, je me baladais beaucoup entre les ruelles. Et quand je traversais les limites, ça commençait à biper. Donc, c'était des vibrations. Donc, je ne le faisais pas. Quelquefois, l'autre côté de la rue, il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais à peine traversé, je voyais que c'était ma limite. Donc, franchement, je ne le faisais pas. Comment ils ont pu trouver 27 erreurs? Selon mon avocat, il me disait que ces appareils sont encore très nouveaux et que ce n'est pas au point de technologie. Ça disjonctait. Et donc, voilà. Il donnait les alarmes qu'il ne faut pas aux autorités carcérales, sans que je sache. Et donc, du coup, voilà, c'est le moment difficile. Mais c'était donc à peu près 16 mois en assignation à résidence, comme on dit. Qui se trouve au milieu de cette période. Ensuite, vous retournez à Evin. Voilà. Et là, oui, je suis encore à peu près quelques mois avant le 21 février. Février 2023. Pardonnez-moi, c'était peut-être 2022. Oui. 2022. Oui, 2022, 2022. Il y a une autre thématique que je trouve très, très intéressante, vraiment passionnante dans votre ouvrage, c'est la question de votre statut. Parce que vous ne savez pas et vous ne saurez jamais pourquoi vous avez été arrêté. Donc ça, c'est quelque chose qui restera toujours dans l'ombre. Nous, vu d'ici, on vous a souvent présenté comme une prisonnière politique et c'est un statut que vous ne revendiquez pas. Vous considérez que vous n'êtes pas une prisonnière politique et on découvre avec vous qu'en fait, dans cette prison, il y a une multitude de statuts. Vous êtes toutes traitées à peu près de la même... Ouais, enfin encore pas forcément, pas toujours de la même façon, mais vous vous considérez comme quoi? Alors, vous, c'est quoi votre statut pendant ces 4 ans? En fait, les Iraniens disent qu'il n'y a pas de prisonnières, pas de prisonniers politiques. C'est aller très court. Ils disent que ce sont des prisonniers sécuritaires. Ça veut dire des gens qui mettent en cause, en danger, l'intégrité de l'État. Donc, en fait, voilà, c'est l'autoritarisme qui s'explique comme ça. Donc, vous n'allez pas discuter avec, si moi, peut-être, je suis politique. Mais, par ailleurs, il y a des gens qui sont politiquement. Ils ont une identité, ça veut dire active et mobilisée dans des groupes. Il y a donc des gauchistes, des royalistes, des moudjahids qui veulent le renversement de régime, par exemple. Mais des gens qui deviennent politiques de par le statut de leurs revendications, par exemple la liberté de mise ou les activistes socio-professionnels, des gens qui sont syndicalistes. Donc ça, franchement, moi, je n'en avais aucune de ces fonctions, activités. Donc, je faisais tout simplement mon métier. En fait, j'ai pris toutes les attaques, un peu, pas que j'ai pris, parce que je l'ai par la suite, lors des interrogatoires, je les ai beaucoup entendus. C'est ce que j'avais écrit, premièrement. Mon implication dans mon université, qui était aussi mise en question, de par les liens que cette université pouvait avoir avec le ministère. C'est à ce moment-là où j'ai réagi très mal, parce que mon université, c'est une université comme n'importe quelle université dans le monde entier. Leur mode de fonctionnement, leur mode de financement, etc., ça peut changer d'une société à l'autre, mais finalement, là, c'était pas la différence. C'était là où, évidemment, je suis sortie, comme on peut dire, de mes gonds, parce que je ne supportais pas qu'on puisse toucher au statut de ce qui était ma fierté, avoir été recrutée par l'université en 1993. Donc, et son intégrité, je le revendiquais. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'était un mot de trop de leur part. Et donc, je n'ai vraiment pas beaucoup supporté ça. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait, disons, on mettait en cause. C'était un peu mes voyages, là où j'allais. Mais en fait, c'était pas Fariba qui partait quelque part. C'était en tant que chercheur au sein de l'université qu'on m'envoyait pour tel... ou qu'on m'invitait. J'ai toujours pensé que c'était pas à cause de ma personne, à cause de mes réalisations d'abord. Et puis, c'était le mode universitaire d'échange qu'on avait entre chercheurs, entre universitaires. Donc, les Iraniens font exactement la même chose.
Donc, sans vraiment avoir rien contre toute cette revendication politique, moi, je n'étais pas dans des groupements politiques, activistes, etc. Donc, je refusais ça. Et de l'autre côté, je n'étais pas une prisonnière sécuritaire parce que je n'étais pas dans un mouvement mobilisé, armé, etc. Pas du tout. Donc, franchement, c'est la raison pour laquelle je revendique prisonnière scientifique, parce que je ne faisais que tout simplement mon métier pendant 30 ans. Et donc, j'avais besoin, ou peut-être droit, qu'on me dise pourquoi soudain, au bout de 30 ans, oui, c'est ça devenait grave. Oui, parce que en fait, vous n'aviez rien changé dans vos pratiques. Vous étiez là pour une mission, comme vous en aviez fait plein d'autres auparavant. Peut-être une chose qui a changé, peut-être une et unique chose. En fait, le dernier voyage que j'ai réalisé, c'était je travaillais sur la communauté afghane, plutôt le clergé afghan, qui passait de Kaboul à Rome, donc la ville religieuse en Iran, et à Najaf, située en Irak. Donc, travaillant sur le circuit de ce clergé qui vit vraiment de cette pérégrination et que s'identifie, il y a énormément de revendications en fonction de ce qu'ils ont appris, leur mode de vie, etc. Donc, à un moment donné, je les retrouve en Irak, ces mêmes clergés, tout en faisant la recherche sur eux. Et évidemment, là, mon étude a complètement changé. Au lieu que ce soit le clergé afghan entre Kaboul, Rome et Najaf, c'est devenu la face cachée de l'imam Khomeini. Parce que j'ai découvert dans ces histoires des Afghans que finalement, ils étaient les premiers parterres des séminaristes de l'imam Khomeini quand lui a quitté l'Iran en exil en 1962. Donc l'imam Khomeini quitte l'Iran par son opposition au Shah d'Iran. C'est l'exil pour lui, d'abord en Turquie, finalement il finit à Najaf. Et à Najaf, il y a déjà des grandes autorités religieuses. Il n'est rien du tout. Il est à ce moment-là jeune, personne ne le connaît, etc. Quand il arrive à Najaf, effectivement, le parterre de l'imam Khomeini est composé essentiellement de clergés afghans, des jeunes clercs afghans. Donc, d'une certaine façon, c'est peut-être le premier moment de ma vie où j'avais touché au statut de guide de la révolution, qui est effectivement quelque chose de très sacré. Donc, n'importe qui n'a pas le droit de toucher à ça. Donc, voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas. À vous dire sincèrement, même si aujourd'hui, je commence à faire des scénarios, je n'arriverai pas à véritablement mettre un nom, parce que même les questions qu'on soulevait tout au long des interrogatoires, ça ne me donne pas assez pour être qualifiée de sécuritaire, ni pour mettre en danger l'État, et encore moins pour avoir droit à 50, 200 ans. Je ne comprends pas. Mais bon, j'en ai découvert d'autres personnes au sein de la prison dans le même statut. Je n'étais pas la seule, mais je parle évidemment que de moi. Donc le statut, c'est un statut que vous forgez dans l'expérience finalement, mais vous montrez aussi qu'il y a toutes sortes de statuts dans ce monde carcéral, des femmes qui ont des statuts très différents du vôtre. Et puis il y a quelque chose de très touchant dans ce que vous dites, c'est que la solidarité ne va pas de soi dans ce monde-là. Parce que nous, on imagine évidemment, quand on n'a pas cette expérience-là, on imagine qu'à l'intérieur, en gros, tout le monde doit se serrer les coudes. Mais pas du tout, en fait. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, le milieu carcéral, c'est composé des femmes, donc on est entre femmes, bien sûr, c'est le sol politico-sécuritaire à Téhéran, composé de 20 à 60 personnes qui ont entre 19 et 80 ans. J'étais toujours parmi les plus âgés. 80, c'est une juriste, Madame Giti Poulvoizel, qui est Baha'i, etc. Quand elle est arrivée, j'étais contente. Je suis allée la voir pour dire, enfin, je peux dire, vous pouvez être ma mère. Parce que normalement, c'est moi qui étais la mère de tout le monde. Donc, j'étais contente de pouvoir mettre le statut à quelqu'un d'autre. Figurez-vous, donc, déjà entre 19 et 80 ans, d'une part, ayant le bagage intellectuel différent selon leur âge, puis selon ce qu'ils ont suivi, les moyens économiques, la classe sociale, on peut dire, parlons un peu marxiste, donc la classe sociale effectivement très différente, et le degré de l'opposition à l'État aussi. Il y en a qui se sont fait arrêter juste au moment d'une mobilisation sans savoir ce qui s'est passé, certaines comme moi qui faisaient leur boulot, d'autres qui étaient mobilisées pour renverser un État. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes statuts. C'est comme une unité sociale. Vous vous trouvez parmi des gens, et il y a le mode de distinction, de rivalité, évidemment. Il y a cette distinction des gens qui ont la sentence lourde. Alors, on parle de ces gens-là comme étant quelque chose... Ils ont tous les droits dans la prison. Les gens qui ont la sentence, par exemple, 10 ans ou 15 ans. Donc, du coup, il y a les concessions abondantes, et puis les jeunes qui viennent d'arriver, ils ne comprennent pas du tout pourquoi ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Donc, toutes ces choses-là, c'est comme une unité sociale, comme n'importe où, quand vous allez.
Donc, il y a très vite, je crois que c'est l'origine de l'humanité, le dit très bien. Très vite, les hommes ont commencé à rivaliser ensemble. Sinon, on était encore dans les grottes avec une feuille d'arbre devant, une feuille derrière. Et puis voilà, s'accrochant à des arbres. Moi, je pense la rivalité, il n'y a pas de mal à le penser, la compétition, tout ça. Mais en même temps, être prisonnière politique ne fait pas une idéologie. Et ne fait pas de vous solidaire avec les autres, parce que dans une unité, il faut vivre au quotidien. Ça, au quotidien, ça veut dire l'espace déjà. L'occupation de l'espace est très important. Combien les gens s'acharnent pour avoir tel lit à telle place et pas l'autre, etc. Les lits premier étage est plus important que les lits au second étage, parce qu'il y a des rideaux qui l'entourent, donc vous avez une intimité, une sphère un peu à vous, créée par vous. Occupation de l'espace pour mettre vos affaires. Les cajots qu'on a, il faut bien les glisser quelque part. Donc, les gens qui sont là depuis longtemps, elles ont droit à plus d'espace ou de possibilités que les jeunes qui viennent d'arriver. Et puis certaines n'arrivent que vraiment pour une semaine ou 10 jours ou un mois, donc elles partent. Donc on n'est pas prêt à leur accorder beaucoup de possibilités. Et là, c'est la première friction avec les prisonnières, parce que la prison, c'est un monde merveilleux de règles. Merveilleux, je dis, parce que énorme, pas dans le sens que... Très bien. On a énormément de règles parce qu'on est entre, comme je vous ai dit, 20 et 60 ans. Il faut vivre ensemble sur cet espace qui est petit, qui est limité. Vivre ensemble, ça ne va pas de soi. On a juste une représentante qui est élue. On a une élection aussi. C'est le souci de la société iranienne. Il faut élire. Donc, on élit quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre nous et l'espace carcéral, les autorités carcérales ou l'espace de l'institution juridique. En ceci, elle peut créer autour d'elle un peu un consensus, mais en même temps, sans les règles, je crois, on peut rien faire. Donc, les règles pour laver la salle de bain, pour la cuisine, pour les couloirs, enfin, passons. Des règles, et c'est à tour de rôle. Il faut qu'on puisse transmettre ça. À tour de rôle, et puis la bibliothèque, les livres qu'on prend, etc. Donc, pour vous dire que ça va pas de soi. Par exemple, si vous êtes intéressé par un livre, votre voisin aussi, et si vous êtes vraiment en conflit avec elle, vous allez faire tout pour garder le livre dans votre lit et que personne ne pourra le chercher. Juste le jour où vous partez, on me dit « Ah, le livre, il était là !» Pour vous dire, on est des reines sans divertissement si on n'arrive pas à se mettre dans ce genre de situation. Voilà, c'est peut-être des modes faciles pour pouvoir sortir un peu de cette situation dans laquelle vous êtes. Donc, l'enfermement. Qui dit l'enfermement dit cette dépendance de prisonnière. Parce qu'on est dépendant à la justice qui nous donne la sentence et qui se retire de la scène. Donc, la justice, elle part. Et nous laisse seuls dans cet espoir de pouvoir un jour avoir la grâce. Un jour, un appel qui pourrait évaluer votre dossier et donc avoir droit à l'acquittement. C'est ce que j'espérais. Donc, la justice n'est plus là, mais en même temps, je suis dépendante à leur décision. Deuxièmement, c'est les autorités carcérales, comme on dit ça, les gens qui nous facilitent les moyens matériels, qui nous permettent d'aller aux cliniques, voir nos parents ou aller quand on a des appels avec la justice. C'est ces liens et puis qui nous donnent les matières, enfin, au quotidien, c'est ce dont nous avons besoin pour survivre. Ça veut dire les repas, il y a d'autres choses mensuellement distribuées, ce sont les ingrédients qu'on reçoit pour pouvoir cuisiner par nous-mêmes. Donc, la viande, les céréales, etc. Le riz, il y a énormément de riz. Et puis, bon, le shampoing, le savon, des choses comme ça. Et donc, elles sont importantes. Donc, pour les femmes, ce ne sont que des femmes qui créent cette relation. Ensuite, notre dépendance avec notre famille. Parce que qui dit prison dit aussi compétition, comme je vous ai dit, cette rivalité entre les gens. Les gens, ils ont envie de consommer pour se montrer. Celui qui mange le repas de prison, quelque part, c'est pas tellement bien. Il faut avoir autre chose à cuisiner que manger le repas de prison. Donc, ces choses-là, il faut les payer. Si vous voulez avoir des chips au quotidien, ou les petits gâteaux entre copines, des friandises, etc., eh ben, il faut payer. Donc, si vous êtes une jeune fille de 19 ans, vous pouvez véritablement pas avoir des salaires. C'est différent des gens qui ont des liens à l'étranger, parce qu'on a deux ou trois doubles nationalités, des gens qui ont des enfants à l'étranger, etc., et puis des gens qui sont d'une classe sociale élevée et que les gens qui sont pauvres. Donc ça, cette dépendance à la famille existait. On veut consommer pour exister. En prison, ce qui est très difficile, c'est être isolé, la solitude, être marginalisé. Alors, vous pouvez être marginalisé de par votre attitude, mais la chose qu'on peut tout de suite éliminer, c'est par l'argent. Ça veut dire vous mettez dans le pot commun quelque chose qui permet d'attirer des gens. Des gens qui distribuent des habits,
et se font des amis, parce qu'il y a des amis, c'est des amis qui arrivent, et donc finalement, ça crée des liens d'amitié, etc. Donc voilà, il y a 3 modes de dépendance qui fait de vous quand même, il n'y a pas une fierté, c'est pas du tout des êtres intègres, et on n'est pas fier de soi. Cette dépendance, effectivement, elle est aussi source de friction. Donc ce que vous dites, la prison, c'est pas un mode de solidarité. Non, c'est ce que j'ai voulu aussi dire, c'est démystifier Evin, mais aussi sociologiser cet espace dans lequel on vit, et que la seule chose de laquelle on ne se soucie pas, c'est la raison pour laquelle on est dedans, souvent. Parce qu'il y a d'autres choses. C'est un huis clos, on vit entre nous. Et bon, encore une fois, la question n'est pas qu'il n'y a pas de moment de solidarité. Il y en a des moments de solidarité, surtout quand il y avait l'opposition à la peine de mort, ou alors le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Les gens se réunissent pour chanter ensemble. Pas tous. Mais bon, la grande majorité, on peut dire la grande majorité. Mais ça, ce sont des moments. On peut dire que c'est un tableau. Il y a des moments de vivre ensemble. Par exemple, les fêtes. C'est étonnant que ça pourrait prendre des envergures magnifiques. Ça veut dire devenir plus important que n'importe quelle fête à l'extérieur. Le DJ à fond la caisse, on offre, enfin, c'est des gâteaux tout le temps à manger, de danser, qui ne finit plus. À minuit, les gardes arrivent pour nous dire peut-être que vous pouvez arrêter, mais il y en a qui ne veulent pas arrêter à minuit, même les fêtes. Donc, pour vous dire, c'est aussi des moments qui vous permettent justement de vous sentir autre chose. Peut-être dépasser cette situation dans laquelle vous êtes, ces limites qui vous sont imposées, l'exutoire, le lieu d'exutoire. On pourrait penser que quelquefois la radicalisation de ce genre de comportement est due au fait qu'on est dans ces lieux enfermés. Moi, je dirais qu'on n'est pas très fier de soi. Et puis, ne pas être fier, ça crée pas mal de tensions qui fait effectivement la solidarité entre prisonnières politiques. Franchement, on peut chercher de temps en temps. Vous écoutez Fariba Adelka à la librairie Ombre Blanche, lundi 2 décembre 2024, pour la publication de Prisonnières à Téhéran aux éditions du Seuil, en dialogue avec Natacha Laurent. Alors, ce qui est aussi admirable dans votre livre, c'est que ce n'est pas du tout une représentation héroïque de la prisonnière politique. Ce n'est pas du tout une représentation héroïque de l'expérience carcérale. C'est vraiment une expérience anthropologique de l'expérience carcérale. Et ça, c'est tout à fait admirable. Et on devine derrière tout ce récit une très grande force chez vous, que vous puisez là où vous pouvez. Et puis, il y a quand même un moment où vous pleurez, vous le dites à un moment, et vous le reconnaissez. Et puis, vous retrouvez une énergie pour continuer à avancer dans cette expectative, etc. etc. Donc, il y a des moments aussi, parce que la façon dont vous en parlez, ça pourrait donner l'impression que c'est presque quelque chose de désincarné, mais pas du tout. C'est au contraire incroyablement incarné par votre propre expérience, mais en même temps par cette mise à distance de l'anthropologue, parce que vous restez quand même une anthropologue dans toute cette histoire. Oui, encore une fois, comme je dis, c'était une stratégie de survie. De toute façon, il fallait m'en sortir. Et puis bon, pas d'héroïsme, non, parce que vous avez embelli au début de votre intervention mon travail, mais franchement, je suis absolument pour rien. Ça a été imposé, je ne l'ai pas cherché, cette prison. Le courage vient de ceux qui se battent, si vous voulez. Je ne me battais pas, c'est soudain quelqu'un qui a dit à une lettre « Voulez-vous me suivre ?» J'ai suivi. Donc, d'une certaine façon, c'était malgré moi et à mon insu, sans aucun courage vraiment de ma part. Je ne l'ai pas cherché. Mais une fois qu'il s'est présenté, donc si vous voulez, oui, dans ce moment, il y a quelque chose d'humain, je crois. Vous êtes seul avec vous. Il y a des mots qui sont durs à mes copains quand je dis que la prison pour vous libérer d'autres prisons. Une fois que vous êtes seul avec vous-même, qu'est-ce que vous faites? En fait, encore une fois, j'avais l'âge, franchement, 60 ans. Quelle autre chose aurait pu m'arriver d'aussi de grande, aussi perturbante, enfin, pas perturbante, mais vraiment renversante que cette expérience, d'une certaine façon. Et donc, oui, pardon. Non, je vous en prie. Non, mais c'est parce que juste, vous dites ça, et en même temps, moi, ce à quoi j'arrive, alors c'est peut-être un peu provocateur de dire les choses comme ça, mais il y a un moment, en vous lisant, je me dis, mais finalement, c'était
tellement inattendu comme expérience, et c'est presque une expérience, mais presque idéale pour une anthropologue. C'est-à-dire qu'on est dans une expérience d'immersion, Natacha, finalement, dans un objet. Vous ne croyez pas si bien dire, vraiment. Vous ne croyez pas si... Oui, bon, j'avais fait plusieurs terrains. Il y en avait des terrains très, très difficiles que j'avais réalisés en Afghanistan, notamment à Jalalabad, etc. À Kandahar, on me disait, il ne faut jamais enlever le burqa parce qu'il y a des talibs ici ou là, etc. Donc, j'avais fait des terrains difficiles. Bon, voilà, je me suis un peu sentie dans un terrain qui n'est pas facile, mais je n'ai jamais perdu l'espoir. C'est par mon métier, c'est une déformation, en fait, de pouvoir convaincre. Je suis sûre que je ne vais pas vous convaincre ce soir de quelque chose. Mais en fait, comme on est devant des étudiants, très souvent, et quand on présente nos travaux, donc c'est une façon de pouvoir communiquer. Donc, en communiquant, on essaye créer des ouvertures, un peu de deux côtés, c'est interactif, c'est pas seulement dans un sens, si vous voulez. Donc j'essayais et j'étais sûre que je vais arriver à me faire comprendre par mes interrogateurs. Hélas, non, parce que les premières interventions, les premiers critères de la sentence, en fait, ressemblaient, enfin le dernier, au moment de la sentence, ressemblait au premier qu'on m'a objecté lors de mon arrivée. Donc ça veut dire tous ces jours où je n'ai pas cessé d'écrire, toutes ces nuits où j'écrivais pour répondre, est-ce que c'était son métier, donc pour faire comprendre, finalement, ça n'a servi à rien. Mais n'empêche que dedans, je ne perdais pas l'espoir. Je savais que je n'étais pas en danger, je savais que j'avais rien commis. Cette force, cette conviction qu'on a, ce qu'on a fait, finalement, on peut finir par le faire comprendre. Évidemment, pour moi, c'était l'acquittement qui aurait pu être le résultat de ce dialogue. Ça veut dire, je méritais mon acquittement. Or, ce n'est pas arrivé. Ça veut dire que je n'ai pas réussi finalement à communiquer. Et je reste un peu à leurs yeux. Cette personne qui mettait la collusion, comment on dit, ma sentence c'était collusion et renversement de la sécurité de l'État, quelque chose comme ça. J'ai oublié déjà le nom de la sentence. Je suis très bonne par émue maintenant. Donc voilà, ma sentence très vite, au bout de 6 mois à peu près, 6 ou 7 mois, je crois que c'était avec l'échange de Roland Marshall, en fait. Ça a été commué, donc de l'espionnage qui prend normalement 10 ans. Je suis passée à la collusion, activité, contrôle, la sécurité de l'État. Et donc, je suis passée à 5 ans maximum. Donc, c'est ce que j'ai gardé. Alors, vous dites que c'est une stratégie de survie. Vous dites que vous restez chercheuse et donc anthropologue pendant toute cette expérience. Mais enfin, pendant les premiers mois, c'est quand même très difficile. Vous n'avez pas de livres, vous avez très peu de livres. C'est quand même une solitude poussée quand même à l'extrême, quand même. Natacha, vous avez entièrement raison parce que, bon... J'essaie de vous dire comment j'ai vécu. Il y aura d'autres livres, à mon avis. Ça, c'est un premier jet de mon expérience. J'ai voulu, encore une fois, comme je dis, jeter des lumières sur des moments dans lesquels nous avions vécu. Quelle était notre vie d'incarcérés à Evin. Et qu'en même temps, évidemment, 4 ans et demi, ça fait partie de votre vie. C'est énorme, c'est énorme. Même si vous allez, ça veut dire de par nature, enfin, on a des natures différentes. De vous dire que, bon, les gens qui gagnent, ce sont les gens qui peuvent transformer les menaces en opportunités. Donc, on a des menaces dans la vie au quotidien. Ça, c'est assez spécial, mais je ne voulais pas lui donner un statut spécial pour pouvoir récupérer mon intégrité et puis rester active. Et puis voilà, c'est transformé. Alors, peut-être une toute dernière question, ensuite je promets, je passe la parole. Moi, il y a quelque chose qui me fascine aussi, c'est est-ce que vous avez pu noter, est-ce que vous aviez un cahier, est-ce que vous aviez le droit d'avoir un cahier, un crayon et de noter des choses, ou est-ce que c'est votre mémoire qui a travaillé? Comment concrètement? Parce qu'un anthropologue sans carnet de terrain, c'est pas possible. On triche, madame, on triche, mais on ne donne pas. D'accord. Non, vous avez raison, Natacha. Bon, on fait des notes et on ne peut pas les sortir de prison. Mais on triche, mais si je le dévoile aujourd'hui, ils ne peuvent plus continuer à faire ce qu'elles font. Ok, donc on a cette impression qu'on les fait sortir de façon contrebandière. On est tous des contrebandières. Alors on ne répond pas à la question. Voilà. Oui. Mais en même temps, c'est une autre chose que j'ai découvert quand je me suis mis à écrire. Et encore une fois, j'ai commencé à écrire en tant que récit pour un journal de site, Eurojournaliste. C'est un journaliste de ce journal essayait d'écrire tous les 16 du mois, c'était le jour de ma sentence, quelque chose à mon propos ou quelque chose à propos de l'Iran pour rappeler que j'étais incarcérée encore en Iran. Donc, c'était tellement gentil de sa part. Donc, j'ai commencé comme un devoir envers le public de ce journal. J'ai essayé d'écrire pour qu'ils savent ce que je faisais là-bas. Donc,
par des petits récits que j'ai commencé. Et c'est à ce moment-là que le Seuil a voulu les petits récits. Ils se sont intéressés et m'ont demandé si je pouvais effectivement le faire plus vite que par mois, parce que tous les mois, j'ai imposé que 3 récits par mois. Évidemment, j'ai accepté. Donc, voilà, c'est le résultat, c'est venu comme ça. Et donc, en écrivant ces petits récits, que je me suis rendu compte, c'est la capacité de mémoire que vous avez. Une histoire s'enchaînait dans une autre, dans une autre, dans une autre. Et je me faisais des petites notes. Et puis, j'ai quand même des notes qui sont restées en Iran. Et je demandais de temps en temps une photo de ces notes que ma sœur m'envoyait. Des choses sont possibles, mais c'est étonnant comment les choses venaient. Je me mettais le matin et je voyais qu'à le soir, j'étais capable d'aller encore dans d'autres sens. Donc voilà, c'est le travail de mémoire. کوه و 7 دریا 7 جنگل 7 صحرا اگه نخوان ما با هم باشیم 7 دیوار سنگی با 7 دیو زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم 7 آسمون تاریک 7 کوره راه باریک اگه نخوان ما با هم باشیم 7 طلسم و جادو تو 7 برج و بارو اگه نخوان ما با هم باشیم. Bonsoir, merci pour Bonsoir, merci. ce témoignage et ces enseignements. J'ai une question. Vous définissez comme non pas comme une prisonnière politique donc, mais comme une prisonnière scientifique. Vous avez été arrêté et je comprends que vous êtes condamné pour espionnage. Mais est-ce que... Alors, la question c'est, est-ce que finalement, on ne vous a pas arrêté justement pour des raisons peut-être scientifiques, c'est-à-dire qu'en tant qu'anthropologue, vous étudiez quelque part la société, en l'occurrence iranienne, puisque vous étiez là donc, pour le terrain. Le fait que vous fassiez ce travail d'anthropologie, la sociologie n'est pas très loin non plus, est-ce que ça ne dérange pas en tant qu'occidental en même temps, enfin franco-iranienne, est-ce que ça n'était pas de nature à déranger le régime, justement, le fait qu'il y ait une étude, justement, et qu'il y ait un regard porté, qui soit un regard scientifique, et non pas politique au sens général que vous avez défini, activiste, comme vous dites. Est-ce que ça n'est pas justement ça, peut-être la raison profonde qui vous concerne, vous, votre arrestation, mais aussi peut-être qui concerne enfin, une sorte de signal envoyé aux autres scientifiques, peut-être internes, anthropologues, qui pourraient vouloir étudier justement un petit peu trop précisément la situation avec son instabilité politique actuelle. Le résultat, c'est ça. Ça veut dire ce que mon arrestation a produit à d'autres chercheurs qui ont aujourd'hui peur. Ils se sentent un peu menacés, ils sont très réticents pour partir en Iran. Le résultat, c'est ça. Mais maintenant, est-ce que finalement, quel est le statut de chercheur? Comment on le détermine? Je crois qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Déjà en France, pour faire des photos de gilets jaunes, on n'était pas en garde à vous. Des gens qui étaient en garde à vous après avoir pris sur leur mobile des photos de gilets jaunes, etc. Aujourd'hui, par exemple, en France, si vous voulez faire des recherches sur l'islam, vous risquez de vous faire qualifier d'islamo-gauchiste d'une certaine façon. Vous avez entièrement raison. Il y a quelque chose qui est lié au statut de chercheur. Ça veut dire, agent 007, quand j'arrivais pas à expliquer qu'est-ce que c'est mon métier, je disais, voilà, je suis 007, mais j'en rigolais un peu, vraiment exactement comme vous. Du coup, je commence à réfléchir sur toutes ces remarques qu'on me faisait. Et comment ça se fait que je les entendais pas? C'était tellement grossière. Parce que, vous savez, la différence entre nous, les politiques ou les sécuritaires, la différence, elle est très petite. C'est que nous soumettons à l'avis de nos lecteurs. Ça veut dire, c'est la publication. Alors que les politiques et les sécuritaires, ce sont des rapports qui sont rangés dans des tiroirs à des fins fixes. La différence, elle est petite. On peut dire qu'après tout, vous avez raison, et que les Iraniens peuvent aujourd'hui avoir cette double conception de ce que c'est, ces travaux, qui pourrait être un couteau à double tranchant. Ça veut dire à la fois servir comme moyen, outil d'exploitation, c'est ce que disent les Iraniens, ou disent les Turcs, ou alors les Afghans. Qui fait la recherche, c'est franchement pour donner la possibilité d'exploiter ce pays, ou la richesse du pays, etc. C'est vraiment l'idée qui est très courante.
comment ça se fait que je n'ai pas voulu écouter ça? Ça veut dire quand les gens me posaient ces questions, comme si je rigolais en disant, attendez, c'est l'université quand même, vous ne me mêlez pas. Peut-être j'aurais dû, c'est vraiment mon plus grand reproche à mon égard. J'aurais dû prendre le temps avec ces gens-là. Écrire un papier sur l'Iran et partir briller ailleurs, ça ne servait à rien. Si je n'étais pas capable de communiquer avec les gens du pays et parler du fondement de ce que je faisais, son utilité. Donc, le jour où ça m'est arrivé, je n'avais pas un seul livre publié en persan pour pouvoir dire aux gens, en tant qu'espion, ce que je faisais. Je n'étais incapable vraiment d'en discuter. Vous avez raison. Mais ça tient absolument à notre métier, qui n'est pas déterminé. Encore, disons, c'est pas un monopole des Iraniens. Les Russes, les Égyptiens, vous avez sans doute entendu le cas très dramatique de cet Italien qui a été découpé. Et les Chinois posent énormément de problèmes à nos chercheurs. Donc, le cas iranien, en fait, les quelques chercheurs qui ont été arrêtés, Dieu merci, c'est déjà important, mais ça compte sur les doigts d'une main. Et ensuite, c'est une histoire très récente et ça n'a jamais été aussi long. Simplement, on pousse les Iraniens, ils ont de quoi être poussés. La question, c'est pas la responsabilité sur nous. Ils sont arrivés à un mode d'échange avec l'Occident de façon différente. Ça veut dire pour avoir droit à leur propre avoir américain ou les avoirs qui se trouvent en Grande-Bretagne, ils font des forcings. Comme ça, en arrêtant des ressortissants de ces pays-là, en se mettant dans cette position de preneur d'otages et de vouloir échanger. Ça, évidemment, mais c'est pas seulement sur le dos de chercheurs que ça se passe, ils ont d'autres façons. Mais en fait, c'est la question que je suis arrivée à me poser aujourd'hui en tant que chercheur. Comment on détermine ce métier pour pouvoir évidemment communiquer d'autres choses avec nos interlocuteurs. Il faut aller plus loin. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de plus en plus de liberté académique. De la même façon que pour les journalistes, il faut pouvoir mettre en place des cadres, des institutions, défendre les universitaires en tant qu'universitaires, parce que sinon, si vous voulez, le drame, c'est que les Français travaillent sur les Français, les Iraniens sur l'Iran et rien d'autre. Alors que cette communication entre la France et l'Iran, je ne vais pas vraiment vous donner les noms de la liste que franchement, on a profité de deux côtés, comme Henri Corbin, enfin pour les gens qui le connaissent, c'est un contact avec un clerc iranien pendant les étés les plus chauds a donné lieu d'un œuvre magistrale. Franchement, s'il n'y a pas ces échanges, ça veut dire ces résultats de recherche, on ne peut plus parler de dialogue de civilisation, autrement dit. Ça sera vraiment regrettable. Pour moi, ça sera la chose la plus triste. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que je continue mon combat pour dire ce combat de liberté scientifique doit continuer parce qu'il n'y a pas d'histoire sans la recherche. Et la recherche, c'est la garante de pluralisme et le fondement même de la liberté. Ça veut dire c'est un métier, vous avez le droit à le faire ou pas. En tant qu'un métier, il faut qu'on défende l'importance de l'autonomie de la recherche. J'espère qu'on y arrivera, mais vraiment avec l'aide de tout le monde, parce que ce n'est pas que la science sociale. Et puis une recherche qui doit être pas réservée seulement à sciences sociales, mais aussi, bien sûr, Sciences Tour font la recherche, mais aussi sciences religieuses. Ça, je tiens franchement de dire que ce sont les pères fondateurs de la recherche avant les sciences sociales. Et si on veut arriver à quelque chose dans cette égalité ou cette liberté scientifique, il faut que la recherche soit pas seulement pour les universitaires, un domaine libre, un terrain libre, mais aussi pour les clercs, pour les religieux, pour les sciences religieuses. En fait. Oui, bonsoir. Quelle a été la défense de vos avocats ? Est-ce que vous avez pu les choisir, vos avocats, ou bien est-ce qu'ils vous ont été imposés d'office ? Si vous voulez, les avocats, en fait, ça a été mon université qui a pris contact avec l'ambassade de France et ils ont choisi en fonction de les connaissances qu'ils avaient du monde des avocats. Par contre, votre question est très bonne. Ça veut dire que tous les avocats en Iran n'ont pas le droit de défendre les dossiers des prisonniers. Le mien, il avait le droit d'être là. Seulement, il était parti au moment de ma sentence. Et donc, tous les gens qu'il a nommés après lui, ils n'ont pas pu rentrer avec moi lors de mon tribunal. C'est quelqu'un qui a été imposé par le pouvoir, en fait, au moment. Mais il n'a rien fait. À la rigueur, il ne connaissait pas le dossier, il n'a pas parlé du tout. Ça a été fait, je sais pas, c'est le juge qui travaille avec ses conseillers, pluriel. Et donc, il a déjà le dossier. En fait, le moment de tribunal n'a aucune importance. Comme je vous le dis, c'est le premier jour, on m'a mis en avant un certain nombre de critères, ça ne changeait pas le dernier jour, ça veut dire 11 mois après, j'étais toujours avec le même interrogatoire. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Je vois une espèce d'écart entre nous, en Europe, en France. On apprend qu'une chercheuse
binationale est arrêtée en Iran, elle est en prison, on voit la famille, on a des images ou des témoignages qui nous sont donnés par la famille, des conditions de vie dans ces prisons, etc., du caractère arbitraire, injuste et tout. Et vous nous racontez une histoire un peu que je trouve idyllique, tout est bien, quoi. Finalement... Je ne comprends pas, moi, ça. Alors, je me dis, quelle chance. Oui, madame, je comprends absolument votre position. Écoutez, la vie change, les prisons aussi. C'est à la hauteur un peu des mobilisations des hommes, des gens dans la société. Oui, moi, je voulais mettre aussi l'accent sur les changements de cette institution. Foucault parle beaucoup de monde carcéral, qui est un monde de règles, qui donne la possibilité de réguler la société, contrôler la société. Mais moi, je pose une autre question, parce que je ne le pose pas pour le Moyen-Âge, pas pour le 18e, 19e siècle, je le pose pour 2019 quand j'étais arrêtée. Donc, il faut faire une interaction entre ce monde carcéral, qui est tout à fait vrai, c'est ce que vous dites, mais et les revendications des femmes qui sont arrêtées. En fait, c'est un monde qui revendique leur émancipation. Les femmes en Iran, en prison, ne sont pas seulement des victimes, elles sont aussi actrices de leur sort. Beaucoup décident d'être dans la prison pour pouvoir justement mener. Mais attendez, ces mêmes geôliers dont on parle beaucoup de leur caractère, enfin on ne cesse de parler de torture blanche, etc. D'accord ? Ces mêmes geôliers sont capables d'amener une fille trouver l'Internet, s'inscrire à l'université, lui procurer des livres pour pouvoir continuer ses études, la ramener lors des examens pour passer ses examens, etc. Donc, les geôliers qui sont en Iran ne sont pas seulement des agents de torture. Encore une fois, dans la prison, nous avons un monde absolument différent. Ça veut dire qu'on a passé le moment d'interrogatoire, on est dans la prison, soixantaine de femmes, il n'y a pas une autorité carcérale qui pourrait nous dire faites ceci ou faites cela. Franchement, c'est l'inverse qui se produit. Ça veut dire le monde de prisonniers qui peut avoir le holà sur le monde carcéral. Et normalement, on arrive de faire passer plein de choses. Quand je dis avoir le droit, je comprends tout à fait votre objection. Simplement, comme je suis là pour vous parler que de mon expérience, j'ai envie de prendre le temps de vous en parler d'une de mes expériences, sans nommer les gens, bien sûr. La prison, c'est un lieu qui permet à certaines personnes de faire parler encore plus haut leur résistance, leurs objections, leurs revendications, etc. C'est déjà ça. Ça, il faut le garder en tête que la prison, c'est pas le lieu d'enfermement, mais c'est aussi un lieu qui permet, transforme les femmes en actrices de leur mouvement, d'une certaine façon. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, il y a le monde de grâce. Moi, on m'a gracié et j'ai tout de suite cherché mes affaires pour pouvoir partir de l'Iran, d'accord ? Mais certaines personnes sont graciées, mais elles n'ont pas envie de quitter la prison. Non pas qu'elles n'ont pas envie de quitter la prison, parce que la prison est un lieu où elles se mobilisent politiquement. Il y a des gens qui font des études. Ça veut dire le monde carcéral leur permet de faire des études plus que leur monde familial. Je parle de plusieurs cas, je ne parle pas d'un seul cas. On peut maintenant parler des cas des Moudjahidines du peuple qui veulent renverser l'État, qui sont arrêtés en prison, évidemment contre leur gré. Ils aimeraient bien être dehors pour pouvoir renverser enfin l'État. Mais on parle d'un État autoritaire. Là-dessus, on est tous d'accord. Je parle d'un État autoritaire et donc je n'attends absolument pas des câlins à l'intérieur de prison. C'est pas chez Tata où je suis. Donc, qui a un mode de frustration, etc., je comprends parfaitement. Mais en attendant, ne pas comprendre que le monde des femmes qui sont dans la prison, c'est pas seulement un monde de prisonniers victimes, mais un monde de prisonnières, femmes, vie, liberté, avec toutes leurs revendications. Qu'elles peuvent transformer le lieu d'incarcération, la menace de l'incarcération, en une opportunité pour leur mouvement. Chacun à sa façon. Chacun absolument à sa façon. Maintenant, mon expérience. Écoutez, j'ai assisté quand même pas mal de gens, comme j'étais quand même assez longtemps et que j'étais très âgée, en catimini avec des gens qui sortaient pour on a des congés. Tous les 2-3 mois, on a 4-5 jours de congés, surtout pour les femmes qui sont mariées, etc. Le monde carcéral se sent obligé d'accorder des congés pour retrouver les maris, etc., les enfants et la vie familiale, etc. Donc, quand les gens parlent en congé, oui, mais au lieu de ça, il faut faire peut-être de comparatifs, de comparaisons. Donc, elles ont des congés. Quand elle part, elle revient et je la vois vraiment tourmentée. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu étais en congé, tout doit être vachement bien. D'abord, elle est venue avec plein de cadeaux pour tout le monde. Tout le monde avait son cadeau. Quand on vient de dehors, comme si on venait d'un grand voyage. Super.
Alors, au lieu de me dire que ça s'est très bien passé, elle me dit, tu sais, elles ont pris l'habitude de vivre sans moi. C'est ça la détresse de la vie de prisonnière. L'addiction, c'est ça. Moi, je ne parle pas, je n'invente pas ce que je vous dis. C'est grave. Évidemment que c'est grave, madame. Je comprends absolument votre position. Mais je n'ai pas du tout envie de faire des prisonnières seulement des victimes de la situation dans laquelle elles sont. Elles ont des projets. Oui, mais moi, ce que je voulais juste ajouter, madame, parce qu'après, il y a peut-être d'autres questions, ce que je trouve absolument passionnant dans ce livre, c'est que justement, on n'a pas une présentation manichéenne de cette expérience-là, à quoi nous sommes fondamentalement habitués ici. Et moi, ça recouvre aussi mon terrain de recherche qui est tout à fait différent, qui est l'Union soviétique stalinienne. Et sur le fait qu'on n'avance pas dans la compréhension de ces processus politiques, de ces pays autoritaires, dictatoriaux, totalitaires, ça c'est encore autre chose, si on ne comprend pas que ça ne fonctionne pas de façon manichéenne. Il n'y a pas d'un côté les victimes et les bourreaux. Il y a des victimes et il y a des bourreaux, mais il y a aussi toute une partie de la société qui fonctionne selon d'autres logiques, des logiques d'accommodement, des logiques de survie, des logiques de concurrence. Et c'est ça qui est passionnant dans justement l'expérience que Fariba décrit. Et encore une fois, en anthropologue, même si elle a été une des actrices finalement. Je comprends, mais je comprends aussi l'objection de la dame parce qu'elle veut qu'on s'arrête. Bon, moi, pour un État autoritaire, je n'attendais pas autre chose que d'être enfermée. Enfin, tout ce que je fais, c'est finalement, à un moment ou à un autre, illégal, d'accord ? On est d'accord. Mais simplement, la prisonnière ne vit pas ça comme une sorte qu'il faut maintenant subir. Non. Elles veulent s'imposer sur le monde carcéral. C'est ce qu'elles font. Nous avons fêté le mouvement Femmes Liberté ensemble en chantant à l'intérieur de prison. Et à partir du moment où le mouvement Femmes Liberté s'est exprimé, croyez-moi, madame, jusqu'à ce jour-là, n'importe quel moment, quand il y avait un homme qui venait soit pour les réparations, soit de la justice, soit de l'autorité carcérale dans les quartiers des femmes, on mettait le voile. À partir de ce moment-là, la moitié, je dis bien la moitié, pas toutes les femmes, parce que tout le monde n'aspire pas à se dévoiler. À partir de ce moment-là, quand on disait les hommes sont là, qu'ils soient là. Donc, de toute façon, on ne s'inquiétait pas pour le voile sur la tête. Attendez, notre présence dans ces prisons sont aussi un facteur de changement. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Un facteur de changement parce que, comme disait Natacha, c'est pas un monde à sens unique. C'est une interaction constante. Le téléphone, on l'a tous les jours. Croyez-moi, tous les jours, on ne parle pas que de l'amour avec ses parents. C'est des communiqués qui sortent. Tous les jours, enfin, tout ce qu'on a envie de dire, on le dit avec les gardes, sous les caméras, ils sont écoutés, etc. Et puis, ils nous laissent le faire en attendant. Qui nous prime de notre liberté? Absolument. Mais ça, moi, je n'allais pas faire un récit doloris de ce que tout le monde connaît. Pour vous faire polorer, tout le monde connaît. Évidemment que ça, vous le connaissez. Vous dites non? Ah bon, d'accord. On est privé de liberté, madame. Ça se passe des dessins, à mon avis. Mais je comprends aussi, encore une fois, votre objection. Mais j'ai essayé de dire comment les femmes essayent de transformer les règles de l'intérieur de prison en une opportunité d'expression multiple et variée. Tout dépend qu'est-ce que les gens demandent. Et en dernier lieu, c'est que cette unité carcérale, il n'y a aucune solidarité entre elles, puisque c'est découpé en royalisme, moudjahid, gauchiste, converti, bahaï, machin, et puis moi qui n'avais rien d'autre à faire que vraiment faire mes études. Donc, du coup, ils passent leur temps à régler les conflits entre eux, et pas du tout à savoir, un peu c'est la société iranienne, la force de cet État, c'est la faiblesse de son opposition, tout simplement. Avant que ce soit ce qu'il est capable de faire, c'est la faiblesse de cette opposition. Donc, elle continue de jouer ce jeu qui est, effectivement, on ne laisse pas une représentativité de cette expression politique. D'autres questions ou remarques? Je suis désolée si j'ai choqué certaines personnes, mais... Oui, on m'a demandé de parler de mon expérience, pas du tout dire que c'est la seule expérience. Merci pour votre intervention. Vous avez répondu en partie à ma question qui était quelle relation avez-vous avec les gardiennes? Est-ce que c'est des brimades, de l'amitié, un syndrome de Stockholm, de la corruption? Les quatre, tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit. En fait, comme ce sont les gens qui sont entre nous et l'extérieur, c'est elles qui nous ramènent aux cliniques ou à l'hôpital comme on en a envie d'y aller à chaque fois, dès qu'on a un problème de santé de toute façon, puisque la prise en charge pour les problèmes médicaux, c'est à notre famille. On a un petit clinique à l'intérieur de prison qui est pour des petits problèmes au quotidien, mais s'il y a par exemple des gens qui ont des problèmes digestifs, etc., donc c'est des médecins spécialisés, c'est à l'extérieur. C'est ces gardes qui nous amènent à l'hôpital et ensuite notre famille arrive pour payer les notes. Elles sont aussi notre relation, comme je vous ai dit, avec l'institution carcérale quand ils nous appellent pour des interrogations, pour faire passer d'autres messages ou des appels au moment.
au moment venu. Et enfin, elle se donne comme travail nous faciliter l'obtention des choses matérielles. Donc, des habits, les gens aiment acheter, consommer, etc. C'est tous les mois par notre famille qui arrive. Mais, comme vous avez dit, contrebandière. Par exemple, les hands-free, comment on dit ça, soi-disant, c'est interdit. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi c'est interdit. À mon avis, il y a un marché intérieur aussi. Hein. Donc, on trouve une garde qui est en mesure de vous l'apporter. Donc, c'est super. On paye le prix fort. On a l'impression qu'on contourne les lois, mais en fait, je ne sais pas quelle loi on contourne. Pas grand-chose, parce que tout le monde est au courant. Il s'agit d'une garde qui travaille à l'intérieur de la prison. Simplement, le prix, on le paye double. Donc, elles font un peu tout. On noue énormément d'amitié avec cette femme. Moi, j'ai commencé mon récit avec cette histoire avec une femme qui nous gardait et c'était au premier jour de mon arrivée. Je lui demandais des pruneaux. Elle m'a fait comprendre qu'elle pourrait... J'étais malade, oui, comme tous les gens qui sont arrêtés un beau jour et donc le fonctionnement physique commence à faire des problèmes. Donc, j'avais envie des pruneaux, c'est recette traditionnelle grand-mère, n'est-ce pas, pour faire fonctionner mon appareil digestif. Et donc, elle m'a dit qu'elle n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Or, c'est ce qu'elle fait, ça veut dire m'amener au moment où il y avait la prise d'air donc, et le nettoyage, etc. En fait, son travail ne consistait pas à nous passer quelque chose. C'est interdit strictement. Elle risquait son travail. Au bout d'un mois, un jour, le Judas s'ouvre, elle me jette un paquet de plastique. Vous savez, en Iran, c'est vraiment l'empire des plastiques. À l'intérieur de cellule. Je l'ouvre, il y a 6 pruneaux, franchement. Et j'ai compris que c'était au moment de changement de son poste. En fait, elle a utilisé ce moment pour me le donner dernier moment. Mais ce jour-là, quand j'ai regardé ses yeux par le Judas, elle était en rage avec moi. Elle faisait quelque chose contre elle. C'était forcé parce qu'elle savait que ça pouvait me faire... Bon, voilà. Vous avez des gardes aussi comme ça, des gardes qui vous font des confidences de leur vie un peu difficiles, un peu dures, comme nous en Iran, comme beaucoup d'autres en Iran, si vous voulez. Elles ressemblent particulièrement au monde de geôlier. Ça veut dire, elles sont aussi très entichées des couleurs de cheveux, d'opérations de nez, les botox ici ou là, des lèvres qui vont sortir. Elles sont exactement toutes, elles nous ressemblent beaucoup. Peut-être elles sont plus strictes dans leur habillement, puisque c'est imposé par l'institution carcérale, mais elles nous ressemblent particulièrement. Et donc, elles nouent énormément de bonnes relations avec certaines prisonnières, ça dépend des prisonnières, au point que certaines prisonnières quittent le quartier des femmes le soir, descendent les escaliers, et traversent 2 portes qu'on va leur ouvrir, n'est-ce pas, parce que les portes sont fermées, les grilles sont fermées. Elles vont passer le bon moment avec les gardes, un moment parce qu'elles ne supportent pas leurs co-détenus. À force de passer du temps ensemble, on s'insupporte de toute façon. Donc voilà, on peut entretenir de très bonnes relations, mais on peut aussi avoir des moments de conflit. Évidemment, quand quelque chose ne va pas, par exemple une réparation des toilettes qui dure pendant 2-3 jours, et puis les gens s'impatientent, et puis voilà, on va en bas et on essaye de montrer aussi sa rage. Il y a toute forme de relations, mais comme elles ont été formées de ne pas nous toucher, de ne pas dire un mot de trop, c'est normalement des gens qui se tiennent à distance. Donc, pour régler nos problèmes, normalement, c'est des bonnes relations dans la grande majorité. Petite question subsidiaire. Entre 2019 et 2023, avez-vous senti une évolution dans le profil des femmes arrêtées ? Oui, c'était des très jeunes qui arrivaient. Moi, je les ai vus 2-3 parce que vraiment, le mouvement Femmes Liberté venait de commencer, donc c'était récent. J'en ai vu 2-3 qui sont arrivés, des jeunes, surtout beaucoup de jeunes. Et sans grande formation, comme toutes les jeunes, ce sont des gens qui ont été dans les grandes manifestations de mouvement Femmes Liberté à l'extérieur. Donc oui, évidemment, je dois réfléchir un peu à votre question de façon plus sérieuse. Vous avez dit que vous étiez toutes plusieurs de 15 à combien de personnes ? Non, mais combien de personnes ? De 20 à 60 personnes. Oui, mais dans quelle superficie ? Et est-ce que vous avez chacune un lit ? Parce qu'en France, dans les prisons, il y a des gens qui dorment par terre sur des matelas. Alors, j'aimerais savoir les conditions matérielles précises dans lesquelles vous avez vécu. Merci. Merci bien. Moi, je l'appelle loft, ça fait rire toutes mes copines. C'est des espaces ouverts, pour vous dire, ce sont des salons, un peu des salles ouvertes. Donc, il y en avait 4, un avec 16 personnes, l'autre avec 14, et deuxième 12, et un grand avec 20 lits. Donc, ils sont des lits superposés, donc on est tous de lits. Si il y a des gens qui arrivent, si on est plus nombreux que le nombre de lits, il y a des gens qui sont obligés de dormir par terre jusqu'à ce qu'il y ait des lits qui se libèrent. Pendant que j'étais là, donc 2 ans et 8 mois,
Et même pendant les 4, parce que mes amis m'ont parlé de ça. Il n'y a pas eu des gens qui auraient besoin de dormir par terre, déplier des matelas par terre. Donc, on avait tous des lits. Mais des gens qui étaient obligés de dormir 2e étage, qui n'aimaient pas beaucoup. Par exemple, moi, j'étais pendant longtemps au 2e étage, donc c'était monter des échelles. Pour mon équilibre, c'était un peu difficile. Mais normalement, il y a des lits attitrés en fonction des prisonnières. Autre question, c'était, excusez-moi, Ah oui, alors d'espace ouvert, ça veut dire tous ces salons, ça se traverse et dans les couloirs, il y a la bibliothèque. Et c'est grâce au mouvement de réforme, en 2010 exactement, la République islamique a arrêté pas mal de réformateurs, donc réformatrices. Donc les mouvements de réforme, quand les gens sont arrivés, notamment la fille de l'ancien président de la République qui était arrivée en prison, qui était là quand je suis... exactement. Et quand je suis sortie, elle était encore là. C'est grâce à leur mouvement, c'est aussi ça qui change la donne, un peu là où on est, et que ça pourrait répondre à cette dame. Elle s'est mobilisée pour qu'on puisse avoir des appareils pour le gymnastique, un four pour faire des gâteaux. Il y a une fille qui est spécialisée de faire des gâteaux. Elle avait une seule envie, qu'on lui donne un four, qu'elle puisse vendre ses petits gâteaux, parce qu'elle aimait beaucoup ça. Elle reçoit plein d'appareils aussi pour effectivement faire. Elle donne plein de cours à des gens qui sont intéressés déjà de façon informelle. Tout le monde devient formatrice un peu en prison, soit en langue étrangère, soit dans gâteau, soit dans couture. Ça dépend. Tout ce que vous connaissez, ça sert à un moment ou à un autre à des gens, de toute façon. Pour vous dire, ils ont meublé la cuisine et le nombre de casseroles, c'est inimaginable pour faire les gâteaux, le riz, le machin, enfin tout ce qu'on a besoin. Et puis les appareils qu'ils ont achetés pour le gymnastique. Et le Nec Plus Ultra, pour moi, c'est vraiment jusqu'à 2500, 3000 livres, tous les éditeurs qui ont été mobilisés. Ce sont des dons qui ont été mobilisés par les réformatrices, puisque c'était des femmes qui ont fait ça, les 3 femmes que j'ai connues là-bas, se sont mobilisées pour qu'on soit munis des livres. Donc, pour nous, l'idée, c'était ça. On était arrêtés. On ne pouvait rien faire contre l'État autoritaire, mais on pouvait faire des choses pour que les gens qui sont arrêtés puissent sortir avec une vie mentale peut-être plus saine. C'est tout ce qui nous intéressait. Madame, quelquefois, on peut avoir des petites revendications. Laissez-nous les petites revendications. On ne peut pas se battre. On n'est pas tous prêts de se battre avec un État. De toute façon, ce n'est pas de mon âge. Moi, j'ai déjà fait une révolution en 1979, de laquelle je suis fière. La révolution, pas ce qui l'a suivi. Donc, c'est vraiment 2 choses. Faites vraiment 2 choses différentes. Mais je n'ai pas fait vœu de martyr. Je n'ai pas fait vœu de mobilisation. Je peux vivre comme vous. Je faisais mon métier, pas plus que ça. Et je tenais quand j'étais en prison, non pas pour irrespect des prisonniers, je tenais pour que les prisonniers puissent sortir dans un état mental un peu plus sain que c'est ce qu'on avait. C'est tout. Mais on peut peut-être reconnaître aux gens d'avoir des petits plaisirs et ne pas leur couper ça. Et juste puisque le nom de Narges, avec qui j'ai passé, Narges Mohammadi, avec qui j'ai passé pendant 4 mois, ça a été soulevé. Je veux aussi dire que c'est une des personnes, en fait, qui a transformé l'austérité de la prison en un lieu d'expression. Donc, elle envoie des communiqués, elle fait énormément de choses. Elle pense évidemment que ce terrain, ce lieu, est un lieu qui peut porter sa voix très haut. Et elle n'a pas tort, puisqu'elle a eu le prix Nobel à l'intérieur de prison, quand même. Alors, aussi une dernière question, et puis après, oui. Il va falloir qu'on Bonsoir. arrête. Je voudrais savoir si l'expérience carcérale, dont vous avez fait aussi un terrain, a changé votre façon de travailler quand vous êtes sorti. Ça, le changement, ça prend le temps pour pouvoir vraiment... Il faut aussi que d'autres puissent me le dire plus que moi, parce que je continue à travailler de toute façon. Mais il y a une chose pour moi, c'était très important, si vous voulez, c'est cette expérience de cohabitation que j'ai eue avec ces femmes. Ces femmes, moi, je rêvais d'avoir contact avec ces gens-là. Vous voyez, trouver sur un lieu au quotidien toutes ces femmes-là inaccessibles à Téhéran, parce que beaucoup vivent en catimini, d'autres ne veulent pas s'exprimer défendant tel ou tel parti politique, parce que ça les met en danger. Donc, de les retrouver, effectivement, c'était pour moi très, très important. Mais j'ai une seule reproche. Je peux dire, je ne sais pas si j'ai changé, puisque je les ai trouvés comme ça. Je ne sais pas si c'est dû à ça. J'ai une reproche à me faire. C'est ce que j'ai dit un peu au milieu de la réunion. C'est comment j'ai pu vivre sans entendre cette critique à l'égard de mon métier. C'est le monsieur qui a posé la première question. Cette question était là, au permanent, quand j'étais en Afghanistan, plus que jamais. Alors, je me pose la question, est-ce que vraiment j'ai été une bonne chercheure quand je ne suis pas capable d'entendre la vraie question qui m'a fait perdre 4 ans et demi de ma vie quand même, privé d'être avec les miens, avec mon travail, etc.
Et bon, ça, c'est vraiment une question qui tarote ma tête, mais j'espère pouvoir faire quelque chose parce que c'est peut-être changer mon rapport, mon mode de communication avec les gens et puis, bon, penser différemment mon terrain. Ça, c'est de façon consciente que je le pose. Maintenant, pour le reste, ça veut dire que je reviens à l'écrit et que je fasse des choses et que les gens voient est-ce que j'ai changé et dans quel sens, parce que ça, tout reste le sens. Alors, une toute dernière question. Est-ce qu'il y a eu des évasions? Une fois, oui, c'était pas une évasion, c'était un jeu, ça s'est tourné en jeu. Une fois, c'est Peter Olian qui était censé être avec sa famille. Soudain, elle a eu un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'elle a été contrariée par une procédure, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, je ne me souviens pas de temps. Je sais qu'elle a quitté la table où elle était avec ses parents et elle a couru vers l'institution juridique de l'autre côté. Donc, pendant longtemps, on la cherchait dans la prison parce qu'elle courait, mais la prison a des murs. Donc, il est difficile, comme dit Natacha, c'est une ville à l'intérieur de ville. Donc, c'est une ville très compliquée. Ça veut dire que vous avez toujours du monde, des gardes, etc. Donc, il est hors de question de pouvoir traverser les murs. Une fois, c'est Peter Olian, j'ai lu des choses comme quoi elle s'était évadée, mais elle s'était évadée d'une salle de rencontre familiale à une autre salle avec rencontre des judiciaires. Mais une autre fois aussi, on a entendu que pendant qu'il y avait le feu dans un atelier de coupe, donc le feu à Evin, en fait, c'est le grand feu en 2019, l'année même où je me suis libérée. Pas de 2022, excusez-moi, l'année même où je me suis libérée. Donc, on a parlé qu'il y a 2-3 personnes qui avaient fui. Mais c'était les hommes. On n'a pas pu savoir est-ce que c'était des choses fausses, des rumeurs. Des rumeurs ou c'était des vérités. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Fariba Adelka qui dédicace son livre, évidemment. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Fariba Adelka à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le lundi 2 décembre 2024 autour de la publication de son livre Prisonnière à Téhéran au Seuil Éditions. Fariba Adelka est aussi l'autrice des ouvrages Être moderne en Iran, chez Catala, Les paradoxes de l'Iran, idées reçues sur la République islamique aux éditions du Cavalier Bleu, ou encore Ramadan et politique avec François Georgeon au CNRS Éditions. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.